Bienvenue à ce talk slash table ronde slash discussion sur le fameux Docker Desktop. Et il m'a pété la présentation. Ou pas, C'est génial. c'est fini, voilà, au revoir. Allez, je te laisse démarrer, je prendrai la suite après. Allez, je démarre. Donc, le Docker Desktop, ce n'est pas juste le fameux démon Docker. Next, non. Et oui, sérieusement, mais ça permet de builder, de partager, de runner nos conteneurs sur Mac, Windows et peut-être sur Linux. Je n'ai rien dit encore. Voilà. Voilà. Et effectivement, l'objectif de la solution, c'est vraiment de nous permettre et de vous permettre d'avoir une expérience utilisateur la plus la meilleure possible, ouais. mais surtout d'avoir la même expérience utilisateur en fonction des différentes plateformes qui sont supportées par le Docker Desktop. Et du coup, effectivement, de pouvoir profiter de tout un tas de nouvelles fonctionnalités actuelles ou à venir. Vous en avez vu certaines passer. Guillaume Tardif a fait une démo sur les Dev Environments, ouais. qui vont arriver GA dans pas longtemps. Et du coup, effectivement, il y a plein de belles choses dans le desktop. Dans le détail, je vais rendre le micro à Aurélie et puis je reviendrai un petit peu plus tard. Un peu les deux, on va faire. Donc, en gros, on a quoi au début? On a une seule app, un seul package, en fait. Donc, c'est pratique. Et ensuite, on a quoi dedans? On a le fameux Linux Kit, donc la VM très light que Docker gère pour vous en fait. Vous n'avez en fait rien à gérer et Docker met à jour en fait tout ce petit monde seul, tranquillou, avec donc les mises à jour et les updates de sécurité, les patchs de kernel, etc. Un petit point qu'on peut peut-être rajouter sur Linux Kit, puisqu'on a souvent des questions. Ah oui. Linux Kit est issu du projet Moby, qui est un projet que Docker a lancé en 2017, si je ne dis pas de bêtises, qui vise en fait à... Je sais plus, 2017, je sais plus, peut-être avant. J'avoue, j'ai plus la date. Mais en gros, l'idée de Moby est du coup de modulariser tout ce qui est dans le Docker Engine et d'en faire en fait des blocs, des Lego que vous pouvez réutiliser autant que vous voulez et que vous pouvez assembler dans tous les sens. Alors bien évidemment, c'est orienté à assez bas niveau, hein, donc ça demande quand même un peu de compétence et de maîtrise entre guillemets de la construction d'un système d'exploitation. Mais Linux Kit, en fait, c'est les blocs majeurs nécessaires à Docker et uniquement ceux-ci pour créer une micro-distribution. Le dernier point qui est important, c'est que cette micro-VM aujourd'hui existe sous Windows et sous Mac. Sous Windows, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les WSL2 quand vous avez la bonne licence qui va bien et que la fonctionnalité est activée. Et du coup, c'est plus Linux Kit qui est utilisé, c'est les WSL2 de Microsoft de votre Windows 10 sur lesquels le Docker Desktop va venir, entre guillemets, s'intégrer et pour vous offrir, encore une fois, toujours pareil, hein, la même expérience utilisateur. On a du coup pas à aller dans une VM, démarrer un démon ou autre en fait, puisque tout est géré en fait nativement par Docker en fait. Tout en fait marche en natif dans sa machine. De lui. Bah ouais, parce que même si on fait, on va dire, pas mal de terminal, et ben quand même, d'avoir des interfaces graphiques, c'est quand même pratique. On n'a pas, bien entendu, la petite
cocon de la baleine. Hein. Et ça permet de gérer ces paramètres. Donc, on l'a, et Mac, du coup, et Windows. Hein. Et, et du coup, ce qu'on voit ici, pour vous donner un peu plus d'idées, c'est que là, ce qu'on vous montre sur cette partie-là, c'est toute la partie préférence du Docker Desktop. Vous voyez qu'on vous parle de ressources, typiquement. C'est ce qui va vous permettre de jouer avec les ressources de cette fameuse micro VM dont on parlait tout à l'heure. Vous allez pouvoir typiquement donner plus de CPU, plus de mémoire, plus de disques. Tous les paramètres, en fait, sont tous rassemblés au sein d'une seule pardon, MM interface. Et vous avez la même, encore une fois, un Windows Mac, vous avez exactement la même. Et c'est ce qui va vous permettre justement de jouer un petit peu avec ça. Comme je maîtrise vachement bien les slides, vous l'avez tous compris, je ne sais plus si on en parle, mais sachez que pour ceux qui veulent modifier les paramètres du Docker Engine, donc avec cette petite option qui est là, vous allez arriver sur une fenêtre où vous allez avoir accès à un espèce de linter. En gros, vous avez accès au fichier de configuration du Docker daemon et du coup, vous pouvez modifier cette information. Et en fait, Docker, dans cette partie-là, a intégré un petit correcteur qui va permettre de vérifier que vous respectez bien la syntaxe JSON. Ça ne valide pas les clés, entre guillemets, de configuration que vous mettez, mais ça permet, par exemple, d'éviter que vous avez d'oublier une virgule ou d'oublier une accolade ouverte ou une accolade fermante. Et ce qui est vachement bien avec le Docker Desktop, c'est que quand vous vous plantez, parce que ça arrive, et je pense que ça arrive à peu près à tout le monde, quand vous vous plantez en fait dans la configuration, vous avez une option de reset. La petite icône qui est en haut là, avec le petit scarabée, en fait, c'est le mode debug. C'est ce qui vous permet en fait de vous sortir de situations un petit peu compliquées. Et si jamais vous vous trompez dans la configuration du Docker Desktop, il n'y a rien de grave en fait. Vous cliquez sur cette petite icône, vous avez un bouton reset. Bien évidemment, si vous cliquez sur le bouton reset, tout ce qui est dans cette micro VM disparaît, mais ça vous permet très rapidement de retourner à un niveau où le Docker Desktop est à niveau opérationnel avec les paramètres de base, et vous pouvez du coup jouer avec. Et puis, encore une fois, si jamais vous vous trompez, vous revenez dessus, et ainsi de suite. Le dashboard, effectivement, le dashboard est super intéressant, puisqu'en fait, c'est là où vous allez voir tous les conteneurs, les images, les volumes peut-être demain, le fameux Dev Environment qui a été montré tout à l'heure. Et vous allez avoir ici, en fait, toutes les icônes qui vont vous permettre de piloter tout ça. Démarrer un conteneur, l'arrêter, accéder au shell, accéder au log, et tout ça, en fait, en direct, depuis l'interface du Docker Desktop. Vous n'avez rien à faire, vous démarrez le Docker Desktop, vous ouvrez l'interface, comme l'expliquait Aurélie juste avant. Et lorsque vous allez justement dans la partie Container Apps, vous pouvez gérer vos conteneurs. Dans la partie images, vos images. Dev Environment, qui a été montré tout à l'heure. Les volumes aussi vont arriver, vous permettre de gérer ça un peu plus finement. Donc, il y a vraiment plein de choses comme ça qui sont super intéressantes et qui font qu'effectivement, comme le disait Aurélie tout à l'heure à juste titre, en fait, le Docker Desktop, ce n'est pas juste un bouton en bas qui vous permet de piloter un Docker Engine. Ça vous offre vraiment tout un tas de fonctionnalités. En plus, pour vous simplifier la gestion et puis surtout pour vous mettre un peu plus à l'aise, notamment quand vous démarrez avec l'utilisation des conteneurs et que vous n'êtes pas forcément, entre guillemets, super à l'aise avec la ligne de commande. Les voici. Tu veux parler un petit peu des Dev Environments ? Ouais. À toi l'honneur, allez. Allez. Donc, l'objectif des Dev Environments, c'est vraiment de créer un environnement pour les développeurs qui est reproductible à foison et qui va fonctionner très exactement de la même façon, que ce soit moi qui l'utilise, que ce soit vous, que ce soit Aurélie, qui va être connecté typiquement et que vous allez pouvoir connecter à votre Git ou autre Git, GitLab, GitHub, ou autre. Mais surtout, ce qui est super intéressant, et Guillaume Tardif en a fait la démo tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette partie-là est directement connectée à VS Code. Aujourd'hui, à VS Code, peut-être que demain, il y aura d'autres intégrations, mais ça, seule l'équipe Docker, entre guillemets, pourra en parler. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si vous, comme beaucoup, vous êtes utilisateur de VS Code,
Bah, du coup, ce Dev Environment va vous permettre de créer un toolkit utilisable par tout le monde. Typiquement, un nouveau développeur arrive dans vos équipes, vous voulez le faire entrer rapidement dans votre projet, vous créez un environnement via cette fonctionnalité avec le compose qui va bien, les images, les configurations. Lui va récupérer ça en fait à partir du registre automatiquement. Et en récupérant en fait cet environnement de développement à partir du registre, celui-ci va s'initialiser dans votre Docker Desktop. Tout ça va être connecté du coup à votre Visual Studio Code et entre guillemets, le développeur est prêt à bosser. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir vraiment des environnements, cette fois-ci, complets de développement qui sont vraiment partageables et qui sont réutilisables. Et de la même façon, si jamais vous faites une erreur, bah, en fait, ça reste des images Docker, ça reste des fichiers Compose. Donc du coup, vous pouvez très bien réinitialiser l'environnement parce que vous êtes trompé et vous repartez sur l'environnement de départ sans potentiellement les petites adaptations que vous avez pu faire, mais au moins vous pouvez rapidement reprendre. Vous n'avez pas besoin de... Pardon, comme à l'époque de Vagrant, notamment pour ceux qui ont connu, de faire les petites commandes de Vagrant qui vont bien pour détruire la VM, la reconstruire, aller boire un café, revenir, voir que la VM n'est pas prête, reprendre un deuxième café, revenir, voir que la VM n'est toujours pas prête, prendre un troisième café, revenir, et là, commencer à bosser, il s'est passé 1 heure. Là, l'idée, c'est en quelques minutes, ça part, et vous pouvez démarrer. Et franchement, je vous invite vraiment à tester, c'est vraiment super sympa. Bah, tout Vas-y. que tu as dit presque. En gros, tu vois. Ouais. Ça résume à peu près ce que j'ai dit, ouais. Le M1. Le allez, je te le laisse fameux si tu veux. M1, que l'on soit, on va dire, Mac addict ou non, on en a entendu parler. Et bah, ce qui est, on va dire, très cool, c'est que Docker Desktop le supporte. Donc, si on a, comme là, moi, tu vois, hop là, un petit MacBook Air M1, et ben, ça marche. T'as de la chance, Cool. dis donc. Ah bah, il y a des renards. Et tout nouveau taf, donc chouette. Ah, sympa. Ouais. Mais donc, voilà, bah, en fait, bah, ce qui est... C'est cool, c'est que l'on craignait en fait que les machines en fait soient là, mais pas en gros tout le support et tout. Et ben c'est pas le cas, donc c'est top. Et il y a quoi d'autre? Est-ce que c'est pas fini? Il y a l'intégration. Ah, du coup, Snyk. Pour Alors, la sécurité, en fait. Donc, déjà, qui connaît Snyk, qui l'a déjà utilisé pour le scan alors, je vais voir. Donc, qui a déjà utilisé Snyk pour le scan? Pour les vulnérabilités, ouais, 2. Youhou! À savoir que la fonctionnalité est super intéressante. Alors déjà, elle existe en version personnelle. On reviendra après justement un petit peu sur ces notions-là. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas une souscription du Docker Desktop, vous pouvez utiliser les intégrations Snyk. Il faut juste créer un compte en fait dans la plateforme de Snyk et du coup l'intégrer à votre compte dans le Docker Desktop et vous pourrez l'utiliser. Ce qui va changer, c'est des fonctionnalités, c'est le nombre de scans, si je ne dis pas de bêtises, et des niveaux d'intégration. Pourquoi c'est intéressant pour les développeurs? Parce qu'un développeur, quand il est sur son projet, il a tellement de trucs à faire, il est dans le rush, il a plein de fonctionnalités à développer. Et du coup, un développeur, aussi compétent soit-il, et avec toute la force qu'il peut avoir, il ne peut pas passer ses journées à aller vérifier les CVE de tous les modules qu'il utilise. Et c'est là où l'intégration est intéressante, parce que du coup, elle vous permet de vérifier très très tôt, lorsque vous développez avec Docker, que les modules existants dans vos images n'ont pas des vulnérabilités. S'ils ont des vulnérabilités, vous proposez des mises à jour, et ainsi de suite. Donc ça vous permet aussi de... Je ne sais pas ce que tu en penses, Aurélie, mais de vous
simplifier la vie, entre guillemets, et de vous faire accompagner sur cette partie sécurité, et du coup de pouvoir, de façon sereine, vous concentrer sur ce qui est un peu le métier d'un développeur, à savoir développer des applications, et se faire accompagner sur la partie sécurité, sur laquelle je pense qu'on vous embête un petit peu beaucoup, souvent très fort, et sur laquelle vous n'avez pas forcément du temps à accorder, quoi. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, effectivement, comme disait Aurélie, ce serait. Enfin, essayez, c'est vraiment bien. Franchement, ça marche vraiment bien. Ouais. À utiliser, je crois. Et on n'a toujours pas fini. Mais ça, on s'est fait un petit peu spoiler tout à l'heure. Alors, clic. Eh oui. On a récupéré en loose day, on va dire, le Changelog en tout chaud, tout frais, tu vois. Tala. Donc, il y a quoi dedans? Donc, l'idée de Compose V2, comme cela vous a été présenté tout à l'heure, si vous étiez dans la main room, du coup, c'est une évolution assez majeure. Docker Compose actuel, c'est écrit en Python et c'est un Python compilé, donc avec toutes les librairies nécessaires. Là, il y a une réécriture complète en Go, donc beaucoup plus proche. Attends, allez le Go, c'est trop bien le Go. Et effectivement, il y a pas mal de fonctions. La CLI du coup Docker l'intègre nativement, donc il n'y a plus un autre objet à installer pour avoir Docker Compose. Vous avez la CLI Docker Compose et avec. Donc vous allez faire Docker espace Compose. Vous n'avez plus besoin de réinstaller Docker Compose à côté, ce qui est plutôt pas mal. Intégré directement. Exactement. Et du coup, comme c'est directement synchronisé entre guillemets sur l'engine, vous n'avez plus le souci qu'on avait encore il n'y a pas si longtemps, qui est l'engine évolue, il y a des nouvelles fonctionnalités, mais elles ne sont pas encore dans Compose. Il faut attendre, on est en train de les développer. Le gros avantage du coup, c'est que quand il y aura des nouvelles fonctionnalités dans l'engine, en fait, Compose, dans les nouvelles versions de Compose, à partir de la 2, saura en profiter tout de suite, ce qui est juste super méga ouf. Après, il y a plein de choses. Effectivement, vous allez être capable de pousser dans ECS et ACS, donc chez AWS et chez Azure, des conteneurs avec la même commande. Vous faites un Docker Compose Up et bam, avec la bonne configuration qui va bien, votre conteneur, il était sur votre machine et pouf, il est démarré chez Azure ou chez Amazon. Et j'oublie quelque chose. Oui, et j'oublie un truc. Ah oui, ça. Et pour les aficionados de Kubernetes que nous sommes tous, sachez qu'il y a une issue qui est ouverte, et je vous invite à la suivre, dans le projet Compose, donc github.com/docker/compose. Il y a une issue au sujet du support natif de... Vous trouvez pas? Ok. Kubernetes. Attends, fais voir. Non. Non, personne. C'est Attends, triste. fais voir. Non. Non. Fais voir. Donc vous allez avoir le... Je me suis raté, c'est pas grave. Vous allez avoir du coup le support de Kubernetes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que du coup, à partir de votre fichier Compose, la nouvelle version de Compose, lorsque la fonctionnalité sera complètement développée, va être capable en fait de pousser de façon complètement transparente dans votre cluster Kubernetes. Ce qui est assez génial, puisque je crois qu'on est un peu tous, enfin, je pense qu'on est pas mal, voire très nombreux à être un peu, frileux avec le YAML. On aimerait pouvoir faire autre chose de plus sympa. Le YAML, c'est tabou. On en viendra tous à bout, non? Exactement. Et du coup, on a pour habitude de dire qu'une ligne de Compose, c'est souvent 50 lignes de YAML côté Kubernetes. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que ça en fait quand même beaucoup plus pour faire souvent la même chose. Là, l'idée, du coup, c'est que vous allez avoir vos YAML Compose standard, simple, et la même CLI, la même commande va vous permettre de pousser votre application dans Kubernetes. C'est pas encore là, hein, je crois que c'est encore en early stage. Mais il y a 2-3 captains, notamment Michael Irvin, qui ont commencé à tester ça et qui ont un peu blogué là-dessus. Donc voilà, c'est des choses qui vont arriver, qui vont être franchement super ouf. Et puis il y a plein de choses qui vont arriver. Et je crois que c'est toujours pas fini d'ailleurs. Bah non. Donc en gros, allez. Ce qu'on a du coup dit, c'est
au lieu que l'on ait une CLI avec Docker, une CLI avec le Compose, là, c'est vraiment intégré. Donc, c'est mieux, c'est à jour, et il n'y a plus de prise de tête. Voilà. Bullkit. Il y a quoi dedans, du coup? Allez. Essaye de faire un petit sondage tiens, sur la Rome, voir qui a déjà utilisé BuildKit. Ça peut être intéressant, tiens. Attends, je peux. C'est moi, je présente, je peux pas. Là où je suis, j'ai pas 2 écrans, donc je peux pas. Alors, qui a déjà utilisé BuildKit? Alors, Guillaume, Vincent. Julien, il dit ça dépend indirectement via Docker Build, oui. Ouais. Donc, il y en a deux, trois. Il y a Nuno qui dit BuildX. Ensuite. Allez, les réponses. On prend les réponses. On est 13, donc BuildKit, c'est pas le nom d'une imprimante 3D. Du coup, pour faire simple, BuildKit, c'est l'évolution du builder de Docker. Et comme son nom l'indique, BuildKit, c'est comme Linux Kit et comme Swarm Kit, c'est hérité du projet mobile. L'idée, c'est d'avoir un builder qui est beaucoup plus extensible, qui gère vachement mieux son cache, qui est beaucoup plus rapide aussi, qui va pouvoir faire ce qu'on appelle des nested jobs, donc avoir des builds qui vont en déclencher d'autres, pouvoir utiliser plusieurs formats de sortie. Je crois que notre ami Crazy Max, s'il est dans le coin, je n'ai pas regardé, est un adorateur de Bake qui justement utilise BuildKit. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas là, parce qu'il aurait pu nous en parler un petit peu, le cochon. Mais ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, BuildKit, c'est l'évolution. Ouais. Ce qui est cool également, c'est qu'il est activé maintenant par défaut, en fait. Oui. Donc, on l'utilise, on l'a, mais on ne le sait pas, tu vois. Et du coup, pour nos amis Linuxiens... Attends sans transition et avec transition. Nickel. Sur Linux, il vous suffit de faire un export docker underscore buildkit égale 1 et automatiquement il s'active. Et ça peut vous permettre comme ça de le tester et puis de faciliter entre guillemets cette transition. En général, très souvent, soyons clairs, quand on a utilisé BuildKit une fois, on n'a pas trop envie de faire machine arrière. Mais voilà, sachez que ça existe comme option et que du coup, ça vous permet d'activer et désactiver. Bien entendu. Depuis quelques mois, ouais, tiens, je dirais, on a la possibilité de créer, d'activer Kubernetes, donc de créer un cluster Kubernetes avec le Docker Desktop. Tu fais des clusters à un nœud, toi? Alors, en local, pour du Hello World, oui. Voilà. En local, pour du Hello World. Après, c'est 3, 6, 100 millions de nœuds, voilà quoi, tu vois. Mais on va dire, pour un usage, on va dire, à la kind, en local, pour du test des démos, et ça, on va dire, ça te donne un coup de main, je trouve. Voilà. Mais c'est light. Complètement d'accord. Donc, du dev ou de la démo. C'est tout. Alors, un gros sujet que vous avez tous vu passer, qui a été annoncé fin août. Et on s'est dit avec Aurélie que c'était important de vous en parler un petit peu quand même. Et puis du coup, de récolter aussi vos retours. C'est ça. Mais effectivement, vous l'avez vu, il y a eu une transformation du modèle de licence. Et on s'est dit que ce serait bien de vous en reparler un petit peu. On sait que voilà, vous en avez beaucoup entendu parler. Mais on s'est dit que c'était l'occasion d'en reparler un petit peu, de récupérer un peu vos retours. Et puis pourquoi pas d'échanger. Voilà, si jamais vous avez des questions, voilà.
En gros, pour faire simple, en fait, il y a, in fine, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, c'est à moitié vrai, mais en gros, le Pro Team sont toujours là. C'est des modèles de souscription qui existaient déjà avant. D'ailleurs, moi, j'ai une licence Pro, je la paye tous les mois et j'en suis très content d'ailleurs. Et ça marche très très bien. Euh, Ce qui est apparu du coup, il y a la partie business pour les très grosses entreprises et qui ont des besoins typiquement d'intégration SAML avec un AD, un Keycloak ou ce genre de choses pour faire du SSO. Et la partie, ce qu'on appelait avant la partie gratuite, aujourd'hui, a un niveau de licence qu'on appelle personnel qui est toujours gratuit et qui vous permet du coup d'utiliser. Qu'est-ce qui a changé? Pour faire simple, la partie gratuite, elle est surtout orientée sur de l'utilisation personnelle, des projets open source et des petites entreprises. Et c'est là où effectivement il y a eu beaucoup de dialogues. Qu'est-ce qu'une petite entreprise? Qu'est-ce que vous considérez? Et autres. Il y a deux vecteurs chez Docker. Il y a le nombre de collaborateurs et il y a le chiffre d'affaires annuel. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, il y a deux vecteurs qui font que, en gros, si vous êtes en dessous d'un certain chiffre d'affaires ou en dessous d'un certain nombre, et d'ailleurs en dessous d'une certaine taille, bah, vous pouvez utiliser la licence personnelle. Sinon, on vous encourage effectivement à basculer vers Pro, Team ou Business en fonction des cas. Et Euh, les étudiants, du coup, ouais. Parce que dans le, et on va ben, dire, dans le gratuit, bah, t'as, bah, pour du personnel, quand tu es étudiant, du coup, parce que bah, tout à fait. pas d'entreprise, etc., tu vois. Donc, voilà. Et du coup, pourquoi ce modèle-là est intéressant? Enfin, pourquoi est-ce qu'il est important? Euh, je vais donner ici un avis personnel. Je laisserai Aurélie donner le sien aussi, hein, puisqu'on vous en parle un petit peu. Et puis, bien évidemment, si vous avez le vôtre, n'hésitez pas à réagir sur le chat. Euh, mais on va dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités autour du Docker Desktop, hein, vous l'avez vu, on vous en a parlé de certaines, et il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Docker est une entreprise et elle paye des salaires. Et comme nous tous, bah, on aime bien recevoir notre salaire à la fin du mois. Et, et- et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, ces licences, faut pas se le cacher, elles permettent aussi à Docker de dégager des bénéfices et du coup bah, de payer ses équipes et de faire grandir ses équipes. Et s'il arrive à faire grandir ses équipes, eh ben, on aura plus de fonctionnalités. C'est un peu le nerf de la guerre. Euh, et du coup, c'est vrai que, ben, oui, bien évidemment, si vous faites partie d'une grosse entreprise qui utilise déjà Docker Desktop et qui se pose la question, moi personnellement, j'ai envie de vous dire, bah, si vous êtes content de l'outil, s'il fait le boulot, vu qu'il continue à évoluer, et faites l'effort, entre guillemets, essayez de convaincre, entre guillemets, vos managers et autres bah, d'investir dans la solution parce qu'elle évolue, elle apporte beaucoup de choses. Et c'est vrai que bah, si personne n'investit, eh ben, on n'aura pas. Et puis on reviendra à nos petits vagrants qui nous rendent tous dingues. Et j'étais un peu traumatisé par Vagrant, désolé. Apparemment, Et, ouais. mais voilà, enfin, encore une fois, c'est un avis qui est strictement personnel. Moi, j'ai une licence pro, je la paye tous les mois, je suis content de la payer. Parce que c'est ma façon à moi aussi de participer entre guillemets à l'évolution de l'outil. Et voilà, ce que j'essaye de vous dire, c'est, enfin, vous dites pas, ouais, le truc, il est payant, bon, allez hop, c'est pas grave, je vais faire autre chose, je vais prendre un truc, et puis on verra, parce que c'est dommage, surtout si en plus vous trouvez un intérêt à l'outil, et s'il vous permet de mieux travailler, bah, contribuer à l'outil de cette façon-là, si vous n'avez pas forcément de temps à offrir personnellement pour, bah, un peu comme nous, voilà, enfin, donner du temps à la communauté ou autre, bah, c'est aussi une façon de contribuer à l'outil, c'est une façon de contribuer à Docker, et puis c'est une façon de faire en sorte que le desktop puisse continuer à vivre. Et vous avez vu une annonce ce matin, enfin tout à l'heure, on en reparlera. C'est aussi grâce à ça. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'évolution. Mais encore une fois, c'est un avis strictement personnel. Je termine, moi j'ai fini mon laïus là-dessus. Je vais laisser Aurélie, si elle le veut d'ailleurs, Ouais. bah, donner son avis. Et puis on va avancer comme ça. Alors, en gros, bah, de mon côté, il y a deux choses en gros qui m'ont surprise et bah, très, très récemment.
fameux, on va dire, brouhaha, du coup, sur le changement de licence, et de deux, le nombre d'employés de Docker dans le monde. Le connaissez-vous? On veut la réponse. Hein? Je disais la question qui tue, ça. Ça, ouais. C'est la question qui tue. Quel est le nombre d'employés de Docker dans le monde? Parce que ça m'a, on va dire, grave étonné, vu tout le taf de monstre, en fait, qu'il y a derrière. Parce que là, on présente que le desktop, mais qui utilise Docker et l'engine et le hub et autres, etc. Tu vois. Donc, alors, il y a quoi comme réponse? 50, Qu'est-ce que ça dit? entre 50 et 100 des millions. Oui, là, oui. Ah non. Alors, fais voir. 50 et 100, des millions. Alors, si je dis pas de conneries, moi, j'ai 2 chiffres en tête, mais je vais dire le premier. 40? Non. Attends, parce que j'ai soit 40 en tête, soit 100. Donc, du coup, je crois que c'est 40. Ça marche, on va dire, je fais 40 en France, 40 dans le monde entier. Donc, si je dis des conneries, dites-le moi. Mais Guillaume ou autre, Nico, est-ce que c'est bien 40 employés de Docker dans le monde entier, en fait? Parce que... là, j'ai Jean-Laurent, tiens. 90, tu vois. On est 90 employés dans le monde et voilà, 50-60 au côté engineering. C'est ça, tu vois. Bon, donc, du coup, en gros, c'est une soixantaine engineering pour tout le taf de taré. Donc, oui, c'est relou. Quand un outil, qu'il était gratuit et qu'il devient payant, mais quand on se rend compte, en fait, du nombre d'employés, de tout ce qu'ils font, et si l'outil, on l'utilise tous les jours, personnellement, et à son travail, parce que c'est là, en fait, que le en fait, blesse, et go, quoi. Voilà. C'est ça. Et apparemment, d'ailleurs, il recrute, donc... Et toi, je fais le truc, toi. Voilà. VRP. Non, sérieusement, c'est super important et on se rend pas compte. On se rend pas compte quand on est utilisateur de la complexité que c'est à maintenir. Moi, j'ai en souvenir une présentation qui avait fait Guillaume Tardif, notamment sur Lyon. Il était venu nous voir et nous avait présenté justement l'envers du décor du Docker Desktop. Mais c'est un truc, mais c'est gigantesque. Enfin, imaginez qu'il y a des VM Mac pour tester les builds automatiquement. Enfin, il y a une CI derrière qui vous ferait briller les yeux à tous. Il y a un taf derrière qui est gigantesque. Et effectivement, comme dit Aurélie, c'est des choses. Encore une fois, c'est des avis qui sont strictement propres. Vous le savez, Aurélie et moi, on n'est pas employés par Docker, ni l'un ni l'autre. Mais voilà, c'est notre avis. On se rejoint tous les deux, c'est cool. Contribuer, parce que c'est grâce à ça que la myriade d'outils que Compose passe en V2, qu'on a les intégrations multiples, qu'on a les volumes. Et c'est vrai que sans ça, peut-être qu'un jour, comme disait une publicité, je me rappelle d'une publicité quand j'étais petit qui disait le pain, si on n'en mange plus, il n'y en aura plus. Docker, s'il n'y a plus de sous, il n'y aura plus de desktop, il n'y aura plus de Compose, il n'y aura plus d'engine. Exactement. Et puis on sera tous tristes, je pense. Et pour terminer, la cerise allez, je te le laisse, sur le cake, non, c'est pas ça. La cerise sur le gâteau, le Docker Desktop sur Linux.
ça y est, après 4 ans, du coup, que tu le disais, non? C'est pas ça que t'as dit tout à l'heure? Je suis connu chez Docker pour plein de choses, mais pas forcément des choses sympas. Entre autres, je suis connu comme le mec qui les fait flic depuis 4 ans pour avoir le Docker Desktop sous Linux. Jean-Laurent peut témoigner. Jean-Laurent, notamment, peut témoigner. C'est un des premiers trucs, je crois, que j'ai dû lui dire quand on s'est vu la première fois. Je suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul, bien évidemment, et très loin de là. Mais voilà, c'est vrai que c'est cool. Docker a enfin annoncé le développement du Docker Desktop sous Linux, ce qui est génial. Et comme vous le disiez Aurélie tout à l'heure, l'idée, c'est de vous offrir la même expérience utilisateur partout, Windows, Mac, Linux, avec les mêmes fonctionnalités. Pourquoi c'est super intéressant? Parce qu'on est tous souvent dans des entreprises plus ou moins hétérogènes. Il y a des structures où c'est Windows Mac, il y en a où c'est Windows Mac Linux, et puis il y en a où c'est open bar, tu choisis. Et c'est vrai qu'avoir un outil qui fonctionne partout de la même façon, avec les mêmes options, sans avoir à dire attends, mais en fait, lui, il utilise L'Engine. Ah ouais, non, mais en fait, lui, il utilise un Vagrant. Ah ouais, mais lui, il utilise Docker Desktop. En fait, c'est super pratique parce que du coup, vous laissez vos développeurs choisir l'outil qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent être sous Windows, sous Mac ou sous Linux, quand on leur laisse le choix, bien évidemment. Vous leur filez bientôt le Docker Desktop également sous Linux et ça marche pareil. Donc c'est vrai que ouais, je pense que ça va être une belle révolution, vraiment. Et ça devrait faire plaisir à beaucoup de gens. Tu parlais d'étudiants tout à l'heure. Ouais. Moi, je connais pas manqué d'étudiants, même sur Linux. La CLI Docker, bon, c'est pas vraiment leur meilleur ami. Et leur dire, bon, les gars, en gros... voilà. Impeccable. Exactement. Donc c'est franchement du coup, dans le chat, il demande quelle est la nouvelle demande du coup que tu vas faire. Bah oui, parce que tu vois. Alors tu réclameras quoi maintenant? Je sais pas si je peux spoiler, je risque de me faire violemment engueuler, mais bon, on est communautaire, donc au pire. Mon prochain gros souhait, c'est d'avoir les dev environments qui sont capables de se connecter à d'autres outils que Visual Studio Code. Comme quoi, de l'ID ou tu vois? Par exemple, un JetBrains, je sais pas quoi, ou ce genre de choses. DG, etc. Apparemment, alors attends, parce que il y a quoi dans le chat? Je regarde. C'est dans la roadmap, mais je vais m'ennuyer bientôt. Bon, on va faire autre chose. Dans la roadmap, dans notre roadmap, hein, donc à voir. Non, c'est vrai que ce serait vraiment super chouette. Si c'est possible, encore une fois, parce que c'est vrai que là, c'est Visual Studio Code, ce qui est déjà bien. Du boulot. Mais c'est vrai que si c'est possible d'intégrer d'autres IDE, là, c'est open bar, quoi. En gros, tu as ton Visual... Trop long un petit peu dans Atom. Et pourquoi pas? On n'entend plus parler de lui, mais voilà quoi. Et pourquoi pas? Allez, et soyons fous, Sublime Text. VI. Au chiche. Non, mais bref, voilà. On va se calmer. On troll, mais on le répète, c'est énormément de travail en fait. Et ça fait très plaisir du coup que toutes ces fonctionnalités, tous ces supports sortent là, donc c'est chouette. Donc du coup, bravo la team quand même, parce que c'est chouette. Clairement, et franchement, enfin, vous pourrez demander à Guillaume, à Jean-Laurent, à Nicolas aussi, et à d'autres, enfin, ils font un boulot mais monstrueux. De taré, ouais. C'est vraiment un boulot de taré. On se rend pas compte, nous on récupère des beaux outils bien léchés, bien faits, paf, clic, clic et ça marche. Mais derrière, il y a un boulot qui est monstrueux. Il y a vraiment un boulot qui est monstrueux. Allez, je clique et je clique. Maintenant, C'est pas férié là, tu vois, ça y est. Bien joué. Et franchement, il est bien placé en plus.
À vos questions. À vos questions. Voilà. À vos questions. Lâchez-vous. Et puis, si on peut y répondre, on n'y répond pas, on y répond. On verra Si bien. on peut, on y répond. Sinon, bah, vous l'avez vu, on a des gens de Docker avec nous qui sont là, ce qui est super chouette. Merci à vous d'être là, d'ailleurs. Et puis, du coup, on va attraper les réponses qui vont bien. Donc, avez-vous des questions, des remarques, des anecdotes sur votre utilisation, etc., etc. Alors, On attend un petit peu que ça arrive. hop, ben, on va couper ça. La question de Guillaume. Allez, vas-y, je te laisse y répondre. Elle est pour ton Docker cadeau. Captain. Eh ben, c'est cool. Bah, ça fait très plaisir. Comme je l'avais dit du coup sur Twitter et compagnie, c'est un honneur. Donc, eh ben, je vous remercie en fait, parce que bah, ça fait très plaisir d'être, on va dire, bah, que son nom soit dit du coup bah, dans la communauté. Donc, du coup, bah, c'est cool. Et voilà. À part ça, bah... Je pense qu'on peut l'applaudir. Mais vraiment, non, c'est cool. Franchement, c'est super cool. C'est vraiment chouette. Vous n'avez pas de questions? Alors, ouais, des questions, des Alors, anecdotes. si, il y a une question qui a été posée à Jean-Laurent, mais je ne sais pas s'il l'a vu. Il y a Vincent de Mester qui dit du coup, ça va être quoi le moyen de distrib de Docker for Desktop for Linux? Euh, je sais pas, si je me mettais à la place de Jean-Laurent, ce que je ne suis pas donc, soyons clairs, je te dirais bien des packages de distribution standard, mais enfin, moi, je verrais bien un espèce de package Debian, RPM ou. Voilà, bon, bah voilà, la réponse est tombée, aucune idée pour l'instant. Allez. Pété ou... Ouais, voilà. Jean-Laurent dit, aucune idée pour l'instant. Allez, hop là. Ça, c'est tout. Curl. Voilà, bah, Allez, curl du coup, et tu pipe passage, et puis c'est ça. Et tu pipes ça dans un shell et tout va bien. curl de quoi on sait pas, mais non, mais c'est ça. Alors, ouais, Snap ou un paquet standard, bah ouais, voilà, c'est ça en fait. Ah, et le support. Non, mais Avec, tu payes, Vincent. Forcément, Vincent, tu as une licence pro. Alors. avec des sous. Et... Ça marche pas, donc ouais, attends. Pour info, sachez que, juste, je finis avec mes histoires. Rendez-vous compte qu'une souscription annuelle au Docker Desktop en pro est moins chère que votre abonnement Netflix, mais largement moins cher. C'est pratiquement 50% moins cher que votre abonnement Netflix. Moi, je dis ça, je dis rien. Sachant qu'en plus, Netflix. De cœur, hein, c'est bon. Hein. Demain, à mon avis, tu es embauché pour être commercial de cœur, c'est bon. Non, mais sérieux, enfin, moi, sérieusement, à titre personnel, je me dis, ouais, demain Docker disparaît parce que voilà. Ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est vrai qu'on se rend pas compte, hein, mais c'est un peu chaud bouillant, quoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur le chat? Faire un sondage sur les vidéos les plus utilisées. Le sondage, ouais. Faire un Est-ce que sondage. Ah, bah ouais, tiens, on peut en faire sur Touloula. Attends, je vais essayer d'en créer un. Alors, quel est votre IDE favori? Ah, dans les Pulse Alors, on va faire en live. VS Code, JetBrains, BI. Tools. Attends, ouais, on va se marrer. BI, pas Vim, Ah oui. Emacs, Atom. Sublime Text, soyons fous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc un peu hétéroclite? PHP Storm.
Ouais, il est dans la suite JetBrains, on va le laisser, Tu ouais. vois. Ouais, goût. Ah, Euh, un notepad, ouais, voilà, c'est ça, ouais. un autre plus. Un notepad. Allez, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre putain, à l'époque? je sais plus. Il y avait Bracket sous Mac, mais il a été abandonné. Attends, VIA Max. Goland, mais non, c'est dans la. Tu vois. Ouais, c'est dans le. Il y a quoi d'autre? Ouais, bon. Eclipse! Écoute. Ah, Ou bien pas vu. Eclipse, bien Eclipse! vu. Putain, j'ai. Allez, c'est parti. On Allez, lance ça. je vais voir. Donc, quel est votre idéo favori? VS Code, JetBrains Tools, donc tout, on va dire, tout l'écosystème des idéos à la JetBrains, le petit VI. Laurent dit, mettez la liste des IDE dans la public roadmap, ça va troller sévère. Tu m'étonnes. Allez, hop. Ah, je Alors, pense que là, on est. pour l'instant, il y a égalité entre VS Code et VI et il y a JetBrains. Ah, JetBrains, ouais, qui monte. Ah, égalité VS Code, JetBrains VI. Allez, encore. Allez, encore. alors, Emacs, tu le comptes pas, c'est Vincent. Prends la tête un petit peu et prends doucement la tête. Encore un petit peu, ce serait cool. À vos votes, à vos votes. Dans l'onglet Pulse. Ça bouge plus. Alors, l'onglet Pulse, c'est celui qui est juste à droite de l'onglet chat. C'est le petit truc avec les barres là, en fait. C'est là-bas, ouais, c'est là, par là. Ou là, en bref. Je sais. La météo, tu vois. C'est ça. Donc, C'est la pour météo. l'instant, en tout cas, bah, il y a une utilisation de VS Code, l'écosystème JetBrains, VI et un Animax. Ah bon? Ah, mais on sait qui c'est. On sait qui c'est. Il Alors, ose pas. Il ose pas, il ose pas en accéder. gros, c'est donc en haut, tu as des icônes. Tu as une icône, on va dire, avec des bulles. Et c'est à droite de l'icône bulle. C'est ça. C'est les pulses, c'est les sondages. Donc c'est en haut, dans la barre en haut, en fait. On peut faire ça. En haut, à droite. Est-ce que ça a changé? Ouais, il y a VI qui a un petit peu monté d'un cran. Oh! Vieille? Non. Eh bah si. Bah attends. Si. Une intégration Docker Desktop VI. Ouais, ya. Alors, ça, ouais. Jean-Laurent, bon courage avec tes équipes, hein. Ouais. Je vous souhaite bien du courage. Avec le J'ai vu. J'ai vu. Néo-vie. Néovine. Ah Donc, eh bah, ouais. VS Code, JetBrains, VI et. Ah mais non, attends. Qui. Si, non, mais ça, ouais, Eclipse. Oh, non. Il y a un troll là quand même. Vous l'utilisez plus. Non, mais non, vous l'utilisez plus. Écoute, la semaine dernière, j'ai donné une formation avec Kubernetes à un client. Ouais. Et il y en avait il y a un des participants qui faisait ses Dockerfiles sous Eclipse. Vraiment. Il faisait tous les TP. 2021 Ouais. Bah, la semaine dernière. Et... Il faisait tous les TP Kubernetes, il les faisait tous. Donc Docker Kubernetes, il faisait tous les TP avec Eclipse. Ah ouais. Mais pourquoi il est puni? Non. Oui, oh. Non, il te dit que bah, lui, il fait de l'Eclipse depuis Habituel en 10 ans. fait. Voilà, c'est son truc, il est bien avec et qu'il n'a pas envie d'en changer, quoi. Ça rame, voilà, quoi, bien. Ah bah. Moi, en fait, pour mon histoire, j'ai fait plus de
11 ans de dev, ça va, tu vois. Mais bah Ouais. là, voilà quoi. Pour les Ah coups. ouais? Ouais, non, mais c'est clair. Non, quoi, tu vois. T'as Nolo qui me dit, le mec que j'avais en formation, il s'appelait RMS. Je pense pas que j'ai quelque chose à apprendre à RMS, hein, j'en doute. Je- Comment vous dire? Ce serait plutôt l'inverse. Euh, Oh, NetBeans! NetBeans, Bien putain, joué. on l'a oublié celui-là. Ah, On l'a, Ouais. c'est vrai. Et là, tu sens ceux qui ont de la bouteille. J'ai pas dit de l'âge, j'ai dit de la bouteille. On se De calme. l'expérience, faut dire. De l'expérience. On peut oublier. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est vieux, mais oui. On l'utilisait il y a très longtemps. Mais d'après le sondage, bah, il y a, voilà, il y a VI, il y a JetBrains, il y a Code, et il y a deux trolls. Ouais, il y a deux irréductibles. Voilà. On a deux armoricains. C'est cool en tout cas. On a, on a deux armoricains dans la communauté. Il reste Euh, 3 minutes, donc voilà. oui, avant Ça qu'on se passe fasse vite, couper. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va, on vous a fait marrer? Non? Pas trop? C'est un peu l'objectif, hein, mais. Ah, nous, Nuno, on n'a rien fait, hein. C'est surtout William et toute l'équipe de Docker qui ont bossé, 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 bossé pour l'événement, hein. Nous, on est arrivé avec Aurélie. On a juste commencé à préparer les slides quand dimanche. J'ai commencé. On a euh, commencé à faire dimanche, samedi, je sais plus. non, en fin de semaine dernière, mais bah, réellement 2, 3 soirs, mais voilà, Ouais, quoi. pareil. Un peu tendu, mais bah, finalement, ça va, je trouve, tu vois. On Ça s'en va. sort bien. On n'a pas fait trop de freestyle, ça va. Ah, attention. Avec moi, il faut pas, t'as vu? J'ai vu. T'as compris que non, c'était carré. Mais voilà. On est Ah, sorti. c'est bien. Non, mais il faut. Est-ce que l'on pourrait intégrer dynamiquement l'IDE que l'on préfère? Ah, genre avoir une architecture de plugin, en fait. Ah, mais c'est tendu, hein. Ouais. L'idée est intéressante, hein, d'avoir une architecture de plugin et puis toi, tu viens de greffer Ouais. dessus et tu mets ce que tu veux, mais c'est chaud, quoi. Si. Tendu. Au passage, pendant que j'y pense, j'en profite pendant que Jean-Laurent est encore dans le coin, si c'est pas sauvé. Non, L'architecture de plugin de l'engine Docker, c'est quelque chose qui va bouger, qui va pas bouger, je sais pas. il en profite. J'essaye avant qu'il saute. Allez, un N'embête petit. pas le pauvre. Bon, ça va, on a la réponse. C'est bon. Le Randy, j'aimerais bien que ça bouge. Ouais, Clairement, ça clairement. bouge. Bah, c'est vrai que c'est intéressant, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est en gros de pouvoir développer vos propres plugins que la CLI va pouvoir importer. Sachant que si vous mettez les plugins, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du Shell, du Python, ce que vous voulez. Il y a juste quelques règles à respecter et vous mettez en fait votre plugin dans votre home directory, alors sur Linux en l'occurrence, .docker/plugins, plugins avec un S. Vous le posez là. Et en fait, la CLI, automatiquement, va savoir le récupérer. Et quand vous allez faire un Docker help, vous allez avoir dans la liste, tout en bas, le nom du ou des plugins que vous avez développé avec une petite étoile à côté. Et en fait, la petite étoile, c'est ce qui vous indique que c'est un plugin custom qui a été lancé. Mais voilà, c'est vrai que ce serait chouette que ça reprenne, parce que c'était vachement sympa, il y avait des trucs assez cool qui étaient sortis. Et ouais, ça pourrait permettre de faire bouger ça. Communauté, d'accord. Ben voilà. Merci Guillaume pour l'exemple. Il faut contribuer aussi, hein. Ouais, exactement.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de questions qu'on pourrait poser. Est-ce qu'un jour on aura une CNI côté Docker? Est-ce qu'on aura une CSI côté Docker? Enfin, bon. Après, on n'a plus de temps, de toute façon, je crois qu'on l'a cramé. Hein, donc, Ouais. C'est 19h, donc à mon avis, on doit rendre l'antenne. Tu vois. Donc voilà. En tout cas, c'était bien cool. Merci du coup. Hein. Voilà. Et puis, à tout de suite sur le chat, de toute façon. Enfin, moi, je reste dans le coin. Je pense qu'Aurélie, toi aussi. Alors, je vais rester dans le coin et m'occuper d'un mini-moi, tu vois. Ah non. Moi, là où je suis, les miens, ils sont pas là. Moi. Attends, Alex. J'arrive. Ciao. Tout de suite sur le chat, tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.